Kevin. Salut, salut. Comment ça va? Ça va impeccable. Ouais. Je crois que je suis en bonne santé, donc Bah écoute, merci infiniment de me recevoir chez toi, ça me fait super plaisir. avec plaisir. C'est beaucoup d'honneur et d'émotion pour moi parce que, comme je te l'ai dit, Bourg-Saint-Maurice et les Arcs, c'est mon deuxième chez moi. Et donc forcément, quand je suis sur mon balcon à Pesé-Valandry et que je regarde en face, je me dis, tiens, il y a peut-être Kevin, il y a peut-être Tesla 2, il y a peut-être Antoine Adlis aussi, il est Ouais. souvent dans le coin. Ouais. Et donc, Je suis né à Bourg-Saint-Maurice. Moi. ouais, On est tous un peu nés là-bas, les Plagnards. c'est la seule maternité, non, du coin, je pense. Ouais, il y a Albertville et Bourg-Saint-Maurice. En général, quand tu es un enfant de station, tu nais à Bourg-Saint-Maurice ou Ok. Albertville. Ouais, donc ok, voilà. Donc forcément, petite émotion particulière. Deuxième émotion particulière aussi, c'est que je n'en ai pas parlé en préparation, mais ma maman, tu vois, elle s'est fait retirer une tumeur du cancéreuse du cerveau il y a 6 mois maintenant. Et en fait, donc elle s'est réveillée, elle avait plus du tout usage de ses jambes. Et tous les jours, je lui disais, maman, c'est possible. Il y a plein d'athlètes qui l'ont fait. Regarde. Et je sais que du coup, je lui avais montré Résilience. Et ça lui a donné beaucoup de force, tu vois. Je lui ai parlé de ton histoire, de l'histoire de Tiffany Huot-Marchand aussi, je sais pas si tu as vu. Et ma mère, elle est fan inconditionnelle. Donc je sais qu'elle va nous écouter. Donc bisous, maman. Petite dédicace. Bisous. Et elle remarche. Et aujourd'hui, tout va bien. Donc encore un peu loin de recourir et tout. Mais en tout cas, je pense que ton film et ton histoire, en tout cas, a inspiré même une maman de 65 ans. Bientôt. Moi, la première chose que je pense quand tu me dis ça, c'est que la tumeur, ils l'ont enlevée. C'est déjà magnifique qu'ils puissent l'enlever. Il y en a qui ne peuvent pas enlever. Je connais mon oncle, on n'a pas pu lui enlever et il en est mort. Donc, c'est aussi énorme de savoir qu'aujourd'hui, en plus, elle remarche. Donc, c'est du positif, quoi. Il faut... quand quelque chose se passe bien, j'aime bien vraiment le glorifier un peu parce que souvent, on se dit c'est compliqué, le cancer, le machin. Mais en fait, t'es pas mort, t'es vivant, tu marches, c'est magnifique par rapport à ce qui t'est arrivé, quoi. Ouais, exactement. Et, c'est une philosophie que tu répètes souvent. C'est un truc que t'avais avant, toi, que t'avais déjà très jeune, ou c'est vrai que tu vois quand même un peu la vie différemment. J'ai jamais été quelqu'un de très négatif. J'aime la vie, donc j'aime bien profiter de la vie et je pense que c'est facile de pas en profiter juste en voyant les choses négativement. Ouais. C'est vraiment juste si tu fais on ou off. Mais c'est surtout par rapport à mon accident, quand j'ai eu mon accident donc en 2019, où on m'a dit c'est fini, tu ne reskiras plus jamais. Et en fait, d'être aussi entouré de toutes les personnes qui, pour le coup, ne remarcheront plus jamais, ça m'a... J'ai vu autour de moi qu'ils étaient positifs, j'ai vu autour de moi l'énergie qu'ils dégageaient, malgré le fait qu'ils étaient dans la mouise. Je m'étais jamais rendu compte que en étant autant dans la mouise, tu pouvais être heureux. Et j'ai vu des personnes heureuses autour de moi. Alors que la majorité des personnes que je connaissais n'avaient pas l'air heureuses alors qu'elles allaient bien. Et c'est là que je me suis dit, ok, faut changer de mentalité complètement. Tout ce qui m'arrive, c'est génial. Je suis en vie, c'est cool. J'ai un enfant, c'est génial. Je vais peut-être que je pourrais plus refaire du ski, peut-être. Mais peut-être que je pourrais aussi. Donc voilà. Donc essayer de prendre que les ondes positives en fait, tout simplement. Ouais. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti moi tous les week-ends en allant voir ma mère. C'est que tu vois, elle est dans un hôpital de rééducation. Tu vois des gens, ils se sont fait amputer la jambe. Tu vois des gens, ils ont eu un accident de moto, la colonne elle est touchée, la moelle épinière elle est touchée. Ça va être, on leur dit que c'est sûr en tout cas que ils pourront plus jamais se marcher, plus jamais se lever et tout. Et en fait, je sais pas ce qui se passe des fois dans ces endroits-là. Ces gens-là, il y en a certains, ils ont une énergie de dingue. Et je me suis demandé, tiens, je te pose la question, peut-être que toi tu as un avis, mais est-ce que c'est, tu vois, le déclic de, ok, là il m'est arrivé un truc grave, maintenant il faut que je change de mindset, est-ce que c'est le seul moyen de s'en sortir? Est-ce que c'est tous les gens malheureux, en fait, peut-être que on les voit pas, tu vois, ou
ou peut-être qu'en fait, eux, il leur est arrivé un truc un peu plus grave, tu vois, ou je sais pas. Ou est-ce que c'est le staff? Est-ce que c'est... Je sais Non, mais pas d'où ça vient, tu vois. en fait, je pense que quand il t'arrive un gros problème, euh, tu te rends compte de la chance que tu as. En fait, et Ouais. alors que quand tout va bien, tu te rends pas compte. Et on peut critiquer personne parce que c'est très très compliqué. Aujourd'hui, je veux dire, Ouais. des fois, ça me saoule. Je n'ai pas grand chose à faire à la maison. Je suis sur mon canapé, je me sens pas bien, je suis un peu énervé. Mais et là, je me dis, bon, bah, quand j'allais pas bien, juste être assis sur mon canapé chez moi, c'était une bénédiction. Et en fait, tout ça, euh, tout ça, quand il t'arrive des pépins, tu prends conscience de tout ce qui t'entoure, de toute la chance que tu as juste d'être assis, de respirer, de manger un truc. Mm. Enfin, la moindre petit truc, tu t'en rends compte que tu as de la chance. Donc c'est pour ça que on n'est pas forcément le plus malheureux quand Mm. il nous arrive le pépin, des fois. Ouais. Ouais, en plus, j'avais entendu toi dans une interview que tu disais le jour où tu t'es réveillé, c'était presque des moments les plus joyeux de ta vie parce que tu revenais, quoi. Bah moi, c'était un peu paradoxal, c'est-à-dire que donc je me réveille, on m'a dit t'as failli mourir, tiens t'es papa. Ouais. Et en fait, le fait de me dire tiens t'es papa, ça m'a complètement effacé le fait que qu'on m'a dit que je pourrais plus jamais reskier, que le ski c'était terminé, que voilà ça allait être compliqué, j'ai des grosses séquelles, etc. Et en fait, On dirait tout, que t'as pas écouté tout ça, ben t'as pas écouté. j'écoutais pas parce que Mm. j'ai eu un réflexe, c'était vraiment un réflexe viscéral, c'est de me dire on s'en fout, je m'occupe des trucs cool. Les trucs Mm. cool, c'est mon fils. Donc, j'ai essayé de prendre toutes les énergies positives que je pouvais avec mon fils. Dès qu'il y avait quelque chose qui se passait bien à la réduc, que ça allait mieux, que j'avais moins mal, ouah, j'étais trop content. Mm. Rien que quand le week-end, on m'emmenait au restaurant, c'était un truc de ouf. Juste au restaurant. Et j'essayais de prendre que les moments positifs. Je pense réellement que ça m'a énormément aidé à guérir plus vite. Ouais, ah, mais Euh, c'est sûr. je pense qu'il y a des liaisons qui se font forcément entre le mental et le corps qui font que ça va mieux quand on est positif et quand on se mine pas le moral et quand on s'accroche pas en tout cas aux problèmes. Mm. Forcément, il y a des problèmes, ok, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de le gérer, mais bon, hop, on se concentre sur ce qui nous fait plaisir. Ok. Et est-ce que toi, t'as eu une méthode un peu presque, tu vois, militaire en fait du bonheur? Je te dis ça parce que quand j'ai rencontré Tiffany Huot Marchand, je lui disais mais à quoi tu pensais toute la journée? Et elle me disait en fait je pensais pas parce que toute la journée je me répétais je vais remarcher, je vais remarcher, je vais remarcher, je vais repatiner, je vais repatiner, je vais repatiner. Elle me disait je me répétais ça 10 000 fois par jour. Comme ça, il n'y avait aucune pensée négative en fait qui passait. Alors il y en avait quand même. Hein. Je pense que tu vois, elle a encore des douleurs neurologiques et tout. Elle est encore dans son combat, tu vois. Mais est-ce que toi, tu avais un peu ce truc, peut-être, je sais pas comment on pourrait appeler, mais répétitif pour qu'il y ait aucune pensée négative qui arrive? Alors moi, c'était un peu différent. J'ai été comme ça pour tous mes accidents. Bon, mes accidents, ils étaient Mm. relativement pas très graves. C'était des ligaments croisés. Donc Ouais, voilà, tu ouais. sais que tu en as pour 6 mois. Et que donc, tu sais, je vais reskier, je vais redevenir le meilleur du monde, etc. Là, c'était différent. C'est-à-dire que bon, j'étais quand même cloué au lit. Je pouvais plus bouger pendant 2 mois pratiquement. Les médecins m'ont dit c'est fini le ski. Mm. T'as toute la famille qui t'a vu à moitié en train de mourir. Mm. Et au début, je me suis réveillé tout de suite. Ouais, je vais revenir, je vais être un champion, machin. J'ai compris qu'il fallait que je la boucle. Slow. Donc Slowly. j'ai arrêté de dire tout ça. Et je me suis dit, je vais faire step by step. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Là, j'ai envie de redevenir une personne normale. J'ai envie de Mm. pouvoir marcher, de pouvoir me balader, de pouvoir rentrer chez moi, tout simplement. Pouvoir m'asseoir dans une voiture. Au début, c'était pas possible. J'étais sur un siège allongé pendant 45 jours. Donc, je me suis concentré là-dessus. Boum, premier objectif, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais redevenir un sportif. Donc, j'ai refait toute la rééducation. Et à chaque fois, c'était militaire. Il fallait vraiment que je fasse tout nickel jusqu'à ce que je recours normalement. Ok, bon, mais maintenant, ça va bien. Donc, j'ai envie de refaire du ski. Mais tranquille. Moi, le premier objectif, c'était juste de pouvoir amener mes enfants faire du ski quand ils seront plus grands. Ouais. Pouvoir profiter quand même de la montagne sans parler d'être sportif de haut niveau. C'était pas ça l'objectif.
Hop, donc je suis parti, j'ai skié doucement. Mais je peux pas cacher que au fond de mon cerveau, il y a toujours eu le fait tu vas revenir. Mais c'était pas devant, c'était derrière. C'est-à-dire que c'était à base de checkpoint. Ok, là je peux faire du ski normal, c'est bon. Ok, je peux faire. Et à un moment donné, je me suis dit tiens, faut que je refasse du ski. Faut que je refasse du ski freestyle. Enfin, faut que je réessaye quoi. Et je suis parti au ski. Je suis parti. J'ai refait des sauts. Je suis allé T'es au m'entraîner. Japon, non? C'est ça? Non, mais c'était avant ça. Ok. C'était sur un glacier. Je suis allé m'entraîner et j'ai eu peur. J'étais mort de trouille. Alors que j'ai jamais trop eu peur. Moi, je suis quelqu'un. Enfin, forcément, t'as peur, mais c'est normal. Mais là, j'avais une espèce de peur un peu paralysante. Je me sentais pas à ma place. J'étais non, mais si je fais ça, ça va pas quoi. Je me sentais pas bien. Et j'ai eu ce réflexe naturel de me dire, il faut. Pourquoi je fais du ski? Pourquoi à la base je fais du ski? Parce que je kiffe. Donc là, ça me fait peur, ça me fait pas kiffer quoi. Donc il faut que je fasse du ski pour kiffer. Donc j'ai pris une saison, je dis ok, on bloque. J'ai fait toute la saison pour moi. Je suis parti donc au Japon. Je suis parti, j'ai skié beaucoup chez moi à la plage, j'ai skié un peu avec mes potes, avec mes photographes, mes caméramans de toujours. Vraiment, on s'est marré et j'ai fait du ski pour moi, pas pour mes sponsors, pas pour les gens. Vraiment, c'était vraiment pour mes sensations personnelles, mon adrénaline perso, quoi. C'était très égoïste, mais ça a fonctionné, c'est-à-dire que je commençais à kiffer. Et plus je kiffais, plus j'avais envie de me prendre des risques. Enfin, de remettre de l'intensité dans le ski comme avant, quoi. Ouais. Et en fin de saison, je suis retourné dans le pipe et ça m'a démangé. J'avais vraiment envie de faire des tricks et y retourner, repasser 2 fois la tête en bas et ça s'est passé à merveille, mais dans un processus de plaisir plutôt que d'obligation de redevenir le plus fort. Ouais, ok, je vois. Et c'était inné de décomposer en micro-objectifs à chaque fois? Tu l'as fait naturellement ou je sais pas, il y a quelqu'un qui t'a dit écoute, pas à pas, prochain objectif, tu vois? Bon, c'est très sportif. Les athlètes, ils ont ça un peu dans le sang quand même. Franchement, j'ai vraiment, par rapport à cet accident, j'ai fonctionné au feeling. La seule chose que je sais, c'est qu'on est obligé d'être rigoureux dans la rééducation. Tout ce que le chirurgien me dit de faire, les kinés, je le fais à la lettre. Mais à part ça, tout ce qui est autour de ça, c'est du feeling. C'est vraiment du feeling. Je sens qu'il faut que je kiffe. Je vais kiffer. Je sens qu'il faut que je sois positif. Sinon, je vais pas y arriver. C'est impossible de supporter les douleurs, le machin. Si en plus de ça, tu te mines le moral, quoi. Donc il faut avoir le moral. Et pour avoir le moral, il n'y a que penser aux choses positives. C'est toujours possible de penser positif. Ouais, même quand il t'est arrivé des grosses bricoles, c'est toujours possible. Et c'est ce que m'ont prouvé les autres patients où j'étais. Enfin, je vais mettre un petit exemple, mais c'est horrible. Mais il y a une petite nana, elle avait 24 ans sur une chaise roulante. Et puis je mangeais avec elle, et puis je voyais qu'elle était toute contente. Je dis toi, t'as quoi? Moi, j'ai une maladie dégénérative. Je dis ah d'accord. Elle me dit ouais, là c'était les jambes, bientôt ça va être les bras, puis après ça va être la parole, et puis après je vais mourir. Elle me sort ça pendant que je mange mes haricots à la cantine en face d'elle. J'étais là, ah ouais, d'accord. Et là, et malgré ça, elle te regarde avec le sourire. Bon, forcément, à l'intérieur, ça va être compliqué, mais je veux dire, quand je vois ça, moi, je suis là, moi, je me suis fracturé le bassin. Normalement, je veux dire, dans 2 semaines, je remarche, et puis peut-être je vais reskier. Et puis, enfin, voilà, ma vie, ça remet tout en perspective. Ouais. T'as fait d'autres belles rencontres comme ça? Des gens que t'as gardés, tu vois, de ce moment-là, ou à qui tu donnes des news, ou qui prennent des news de toi, je sais pas, mais... Je croise quelques personnes de temps en temps. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai croisé un petit jeune qui avait 18 ans, qui a eu un accident de scooter. Ça faisait 9 mois qu'il était dans le centre de rééducation. Il n'arrivait pas à s'en sortir, 9 mois qu'il était en chaise roulante. Et là, je l'ai croisé justement au supermarché. Et il marchait nickel. C'était quand même il y a presque 5 ans. Donc quand il avait 18 ans, j'ai eu du mal à le reconnaître. C'était un gaillard maintenant. Et ça m'a fait trop plaisir quoi, de voir que voilà, t'es pas destiné à rester sur une chaise toute ta vie. En fonction de ta blessure et en fonction de la sienne, lui, c'était quand même pas gagné que ça aille bien. Et là, ça allait bien. Quoi. Donc
Ouais. J'étais trop content de voir que le travail avait payé. Ok, écoute, c'est bien de partager des bonnes ondes et de voir qu'il y a il y a aussi d'autres belles histoires. Euh, je me posais un peu la question de l'entourage, il réagit comment quand tu as envie de t'y remettre? Parce que, comme tu l'as dit, ils ont fait un peu un gros up and down émotionnel, quoi. Euh, Ils voient aussi à quel point tu vas super vite dans ta rééduque, à quel point toi, tu es un grand passionné, tu vois. Comme tu l'as dit, c'est toujours le kiff qui t'a motivé. Euh, Moi, je sais que j'ai des parents vachement peureux et protecteurs, tu vois. Et je pense qu'ils m'auraient jamais laissé remettre des skis de ma vie. Euh, comment est-ce que toi, ils ont réagi ou... D'ailleurs, je parle des parents, mais en vrai, tout le monde, quoi, autour de Ouais. toi. Mais moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours fait énormément confiance et je pense que c'est la clé de mon succès. C'est-à-dire, Mm. quand j'étais petit, je pouvais grimper aux arbres. Ma mère, bon, elle me disait fais gaffe, mais elle me hurlait pas dessus. Elle me laissait grimper, quoi. Ça a été mon père, pareil. Ça a été un petit peu ma grand-mère, pareil. Ça a été un petit peu le cas toute ma carrière. Et là, ils m'ont encore fait confiance. Ils n'ont pas perdu confiance en moi. Ils m'ont quand même toujours dit tu fais comme tu le sens. Mais après, je ne vais pas cacher qu'à mon réveil, c'est Roma, c'est ma chérie avec qui ça c'était plus compliqué parce qu'elle venait d'accoucher seule. Enfin, Mm. c'était quand même assez, enfin, très traumatisant Mm. pour elle. Moi, j'étais pas vraiment là, donc Mm. j'étais dans le coma. Mais, euh, mais justement, accoucher pendant que moi je suis dans le coma, c'est compliqué, très compliqué. Donc quand je me réveille et que je dis ouais, je vais retourner skier, bon, c'était peut-être pas la meilleure des choses à faire. Bon, j'étais pas trop moi-même, j'étais pas conscient de tout ce que je racontais, mais il a fallu regagner sa confiance. C'est quelqu'un d'intelligent, donc elle a compris que pour que je m'épanouisse, c'est bien Mm. beau d'être positif, mais au bout d'un moment, pour s'épanouir, il faut faire enfin, moi, je veux dire, c'est dans mon ADN, c'est dans mon sang, le ski. Si je skie pas, je suis quand même pas heureux, quoi. Ouais. Enfin, c'est pas que je suis pas heureux, mais il me manque quelque chose. Il y a quelque chose qui va me manquer dans ma vie, quoi. Donc elle a compris ça et puis petit à petit, voilà, tout est rentré dans l'ordre. Mm. Si demain il y avait je sais pas, un espèce de gendarme qui vient là et qui te dit qu'il va te coller au basque et qui va te dire qui te dit le ski c'est fini, il te confisque tes paires, il te confisque tes chaussures, il y a plus rien, il y a plus rien, Ouais. il te met au Bahamas, tiens, pour pour t'empêcher de skier et tout. Comment tu le vivrais? Bah, très mal. Très Mm. mal parce que moi, je fais du ski depuis que j'ai 18 mois. J'ai jamais loupé un hiver. Enfin, si, j'ai loupé des. Non, j'ai jamais loupé un hiver. J'ai toujours skié. Comment je le vivrais? Alors, ça, c'est une bonne question. Je le vivrais mal, mais tu m'as parlé des Bahamas. J'essaierai de compenser. J'essaierai de Un peu de compenser avec plongée. toutes les autres choses qui me font plaisir dans la vie. Plonger, j'adore ça. Donc, forcément, j'irai plonger. J'irai faire tout ce que j'aime. Mais il faut pas se leurrer. Même si je fais tout ce que j'aime, Mm. il me manquera l'essentiel. Et je deviendrai hors la loi. J'irai voir ce gendarme et lui dire. Non, mais je Écoute, sais, oui, ce serait très, très dur, très difficile. ok. Je peux pas trop te dire comment je le gérerais. Mais j'imagine. Moi, j'ai choisi les Bahamas parce que je sais qu'il y a un des plus beaux spots de high dive, tu vois, enfin de deep dive Ouais. là-bas. C'est quoi, comment il s'appelle la compétition? C'est Le le Blue vertical. Wall. Ouais, le Blue Vertical Wall, Blue, ouais, ouais. ouais. Qui est absolument somptueux, où tous les grands Français, Ouais. d'ailleurs, et les grands de la planète vont. Petite référence, d'ailleurs, dans ton film, à cet endroit. Est-ce que c'est à cet endroit que vous tournez la fin dans... Ah, non, c'est pas cet endroit. Ok, C'est pas cet endroit, c'est un autre endroit. C'est un autre endroit, mais c'est aux Bahamas. ok, ok, Sur une ok. épave. Ok, ok. Il y a plein d'épaves magnifiques au bord de Nassau. Autour de Nassau, il y a genre une quinzaine d'épaves magnifiques avec des requins. Pour plonger, c'est magnifique là-bas. Ok. Bon, on va en parler juste après effectivement de Mm. ce film. Euh, mais juste avant, je voulais poser une question parce que j'ai vu, tu vois, en préparant l'interview, je me suis dit, tiens, au moment des Jeux Olympiques, j'ai vu, et il y a plein de gens, tu vois, enfin, plein de journalistes, je pense plutôt,
qu'on dit, tu vois, ok, on donne le drapeau pour la symbolique, ça va être la dernière, ou je les ai pas trouvés très sympas en fait, tu vois, enfin, comment dire, un peu condescendant, tu vois. Et je me suis dit, euh, pas cool, tu vois, d'être un peu dans je sais pas trop comment décrire cette espèce de comportement, tu vois. Ouais. Toi, je sais que tu as quand même un peu d'orgueil. Comment est-ce que tu l'as pris un peu est-ce que t'as pas est-ce que tu avais fait attention à ça? Parce Un que petit peu, un petit peu, mais en même temps, j'aime bien. Parce que j'aime bien être piqué. Et là, pour le coup, j'avais envie d'arriver au JO. Personne n'attend que je fasse un podium. Personne. Bon, j'ai pas fait de podium, mais je veux dire, j'ai pas fait de podium, mais j'y suis allé pour faire un podium. C'est-à-dire, j'étais dans mon état d'esprit, c'est il n'y a pas beaucoup de chances que je fasse un podium, mais c'est possible. C'était pas impossible que je fasse un podium. Je termine sixième. Il suffit que je fasse un petit peu mieux, qu'il y en a un qui fasse un petit peu moins bien. Pouf, je peux faire troisième. Ça va très vite. Il suffit qu'il fasse pas beau, personne arrive à faire leurs meilleurs tricks. Moi, qu'il fasse pas beau ou pas, j'ai quand même 17 ans de pipe derrière, donc j'arrive bien. Ça aurait été possible. Il fallait qu'il y ait pas mal de facteurs qui soient dans ma faveur, mais du coup, j'y suis allé avec cette détermination quand même de dire il n'y a pas beaucoup de chance, mais c'est possible, donc laissez-moi essayer, quoi. Et, et bon, je termine sixième des Jeux Olympiques, c'est quand même un beau résultat exceptionnel après ce déjà. qui m'est arrivé. Donc je peux être que heureux, mais je suis content d'y être allé. J'y suis pas allé juste pour montrer ma tête. J'y suis allé parce que il y avait une possibilité que je fasse une médaille. Et, et j'aime bien, j'ai l'impression que c'est plus on va me dire que j'en ferai pas, plus j'en ferai. Donc, donc ça me dérangeait pas trop. C'est une source de motivation pour toi quand on te pique un peu ou quand on croit pas en toi? Bah, c'est ma motivation principale. J'en parle dans mon livre là, qui sortira bientôt. Depuis que je suis gamin, je marche beaucoup. Je marche au challenge, je marche à l'orgueil, je marche à tu n'y arriveras pas, quoi. Et, et toutes mes plus grosses victoires de ma carrière, elles se sont fait beaucoup comme ça. C'est aussi, C'est-à-dire? c'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai toujours toutes les grosses compétitions que j'ai gagnées, je les ai gagnées sur mon dernier run. C'est-à-dire, tu es en haut, tu n'as plus qu'un run. Si tu loupes un tout petit détail, c'est fini, tu n'es pas sur le podium. Et à chaque fois, quand j'avais plus aucune chance et que tout le monde dit, bon, bah, c'est fini, Kevin, normalement, c'est un jour sans pour lui, c'est toujours dire, ah, bah, attends, je vais te montrer, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je dis, le moindre petit pic, je m'en sers de nourriture, de force pour la performance, quoi. Ok. Donc, j'ai toujours aimé qu'on me dise, tu n'y arriveras pas, quoi. Ok. Ça me motive. Des fois, on la cherche, la motivation. Bah, celle-là, moi, c'est ce qui il n'y a rien de plus motivant que ça. Ok. Ok, c'est marrant parce que tu vois, en regardant un peu le parcours, tu vois, j'aurais dit que c'était plutôt la compète que l'esprit un peu de compétition aussi. T'es un gros compétiteur quand même. Ouais, mais je pense que ça va avec. Je suis compétiteur et quand on te dit que tu n'y arriveras pas, quand tu es compétiteur, tu te dis, bah si, je vais te montrer que j'y arrive, quoi. Je vais te montrer que je suis fort. Mais ça, c'est depuis. Je pense que c'est aussi un truc inné, c'est-à-dire que moi, de mes plus grands souvenirs. J'ai 8 ans, je suis au snowpark avec les copains. On me dit, ouais, tu n'arriveras pas à faire ça. Ah ouais, bon, bah si. Et ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Ça te fait sortir de ta zone de confort, mais enfin, vraiment, si je vais dans mes plus loin souvenirs, c'est tout ce que j'ai fait de bien, c'est quand on m'a dit que j'y arriverais pas. C'est fou quand même. Là, je prends un peu plus conscience du truc et c'est vrai que ouais. Ok. Il y a eu d'autres choses. Enfin, là, si tu y repenses, je sais pas, il y a eu je sais pas, à l'école ou il y a une autre anecdote à laquelle tu penses, au-delà des finales et des titres et. Bah là, j'ai un souvenir que c'est toujours sur les skis, mais je me rappelle que
on regardait les sauts des plus vieux. J'étais un tout gamin. On était au snowpark avec les entraîneurs et tout. Et on regardait les sauts des plus vieux. Je dis, ouais, et je sais plus, moi, j'avais fait un commentaire, ouais, pas top ou quoi. Et le coach, il me dit, quoi, pas top? Bah, vas-y, toi, fais-le, le 720, tu verras. Et je dis, ah ouais, j'étais monté à pied, j'avais fait un 720, alors que j'étais pas du tout, enfin, j'avais jamais fait de 720 et j'avais fait nickel. Et je me rappelle avoir un peu cloué le bec à tout le monde. Et bon, pareil, j'avais 8 ans. J'avais 8 9 ans. Donc c'est pour que je me rappelle, c'est que ça m'avait vraiment procuré une espèce d'énorme adrénaline et que ça m'a et je pense que c'est ce genre de motivation qui a fait le fil rouge de ma carrière. Ok. Mais c'est ouf, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui vont s'écraser, tu vois, dans ce genre de moments, tu vois, Ouais, et mais d'autres, au contraire, que ça transcende, il y quoi. a un côté égo Hmm. qui surgit. Ok. Je voulais te demander, je voulais revenir un petit peu en arrière aussi, parce que tu t'es beaucoup entraîné avec Xavier Bertoni. Ouais. Vous avez monté un crew. Et enfin, dis-moi, tu vois, si la question elle est hors propos ou pas, mais je me suis dit, ouais, vous deviez être genre super potes et vous êtes retrouvés sur plein de podiums tous les deux. Mhm. Est-ce que c'est facile à gérer, tu vois, de s'entraîner ensemble, de se retrouver en compète ensemble et est-ce que tu vois, est-ce que c'est une source de motivation supplémentaire et Ouais. est-ce que il y a aussi peut-être par moment un peu de difficulté à le gérer, quoi. C'est vrai, ouais. En fait, Xavier, c'est devenu mon meilleur ami. On voyageait le monde 300 jours. On était 300 jours par an ensemble Hmm. à faire les plus grosses compétitions et gagner les X Games, gagner les championnats du monde. On était sur le podium ensemble, qui va battre qui. Et en fait, je pense que si on était sur le podium et si des fois lui était premier et des fois c'était moi, c'est parce qu'on s'entraînait ensemble. C'est parce que on se tirait vers le haut, on se tirait la bourre constamment, mais c'était vraiment une ambiance très saine. Hmm. Mais bon, c'est sûr, quand il gagnait et que moi j'étais pas sur le podium, je faisais la gueule, je rentrais dans les bras, je faisais des grands sourires et j'étais content pour lui, hein, vraiment. Mais j'étais quand même dégoûté pour moi. Et je pense que lui, pareil, il était au bout de sa vie quand il n'y arrivait pas et que c'était moi. Tu vas pas faire de faux semblants. On était heureux pour l'autre, mais dégoûté pour soi-même. Donc, la première fois que Xavier gagnait les X Games, c'était mon rêve absolu. Lui, Hmm. ça l'était sans l'être, mais moi, c'était mon rêve absolu de gagner les X Games. Et je termine huitième, il gagne, quoi. Hmm. Donc, qu'est-ce que je fais? Enfin, la première chose que je le vois, je fais, mais c'est un truc de fou, t'as gagné les X Games, mais waouh, quoi. Mais derrière, je vais chialer derrière le podium. Hmm. Mais il n'empêche que c'est bien que je chiale parce que ça veut dire que j'ai envie de les gagner. L'année d'après, je les ai gagnés. Hmm. Et lui, il était deuxième. Et donc, je pense que c'est nécessaire parce que en groupe, en fait, quand on travaille en groupe, on est meilleur individuellement. Ouais. Et après, que tu sois déçu parce que tu n'as pas gagné, c'est pas grave. Pourtant, Hmm. c'est que tu sois pas dégoûté que ton pote ait gagné. Ça, c'est encore autre chose. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, je trouve. Alors, je connais pas bien, tu vois, le ski et le pipe à l'époque, tu vois. Euh, mais maintenant, tu vois, c'est devenu la norme de s'entraîner avec, de créer son groupe, de créer Ouais, son groupe, de s'entraîner avec les meilleurs. Et en fait, d'être habitué, bah, ok, ce week-end, on va être sur la ligne de départ tous les deux. On va se mettre la guerre. ouais. Mais dans la semaine, on doit se tirer vers le haut, on doit s'encourager et on doit le faire ensemble. Maintenant, c'est devenu une espèce de norme, mais à l'époque, c'était pas non plus très courant, quoi. Ouais, mais alors, nous, la différence avec ce qui se passe probablement aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas fait un crew des meilleurs skieurs. On a fait un groupe de potes. Et on est devenus les meilleurs skieurs. Et, Hmm. on était là, bon, la Fédération française de ski, elle fait rien. Notre sport n'était pas olympique, il n'y avait pas de groupe, il n'y avait rien. L'argent, il n'y en a pas beaucoup, machin. Nous, on a nos sponsors perso. Ok, ben allez, il faut qu'on investisse sur nous-mêmes. On a créé notre groupe, on a pris notre coach qu'on adore. Hmm. Nous, on est potes, on ridait pour la même marque, on commençait à vraiment s'éclater ensemble avec Xavier. Il y avait Xavier, il y avait Thomas Krief Ouais. aussi. Plus tard, il y a Ben Valentin qui nous a rejoint. Enfin bref, on était vraiment un groupe de potes et c'est ce qui a fait, c'est ce qui a fait la force du Frisky Project, c'est qu'on se tirait vers le haut parce qu'on se marrait, on avait les mêmes valeurs, on était les mêmes personnes, quoi.
enfin j'exagère, mais je veux dire, on se tirait vers le haut parce on était bienveillants, voilà, parce qu'on était des potes. Je pense que des fois, c'est un peu plus compliqué parce que les personnes qui sont avec toi, c'est pas forcément des personnes que tu as choisies et les affinités sont différentes. Après, les affinités, elles peuvent aussi évoluer en moins bien en fonction des compétitions, mais nous, en tout cas, le début du Frisky Project, c'est comme ça que ça a commencé et c'est ce qui a fait la force du Frisky. Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait différemment des autres à l'époque pour surperformer? En plus, effectivement, d'être ensemble quasiment tous les jours. On s'est vraiment marré, on est devenu un peu une famille. On est devenu un peu une famille et je veux dire, on était là quand on rigolait, on était ensemble quand on rigolait, on était ensemble quand on pleurait. Je me rappelle quand on a gagné, quand j'ai gagné les X Games et que Ben était sur le podium, c'est un moment où mon coach il a eu des problèmes avec sa femme, elle a eu une maladie, elle a eu un problème, enfin bref, c'était à ce moment-là, donc il y a le côté heureux de la compétition, le côté malheureux de ces problèmes de famille, donc en fait c'est ce mélange de professionnel, familial qui a fait que c'était différent, je pense. Ouais, vous connaissiez tous par cœur, en fait. Voilà, c'est ça. On connaît autant notre côté professionnel que le côté personnel. Et on différenciait pas les deux. Tout était un peu mixé là-dedans. Alors, des fois, c'est aussi compliqué de faire ça. Hein. C'est pour ça que tout le monde ne fait pas pareil. Mais il n'empêche que ça a été aussi, je pense, une force de notre lien toutes ces années, quoi. Ouais, ok. Et si on fait le focus sur toi, qu'est-ce que tu as fait de différent des adversaires? Si tu devais dire, ok, Kevin, sur le circuit, c'était le meilleur là-dessus, ou le truc sur lequel tu as le plus bossé que les autres et tu le sais parce que ton point fort ou un truc que tu faisais un peu différemment, il y a quoi qui te viendrait en tête? Quelque chose que je faisais différemment. Ou peut-être pas forcément différemment, mais peut-être plus fort que les autres, tu vois, un truc sur lequel t'étais imbattable. Bah, j'ai eu, comme je disais tout à l'heure, cette réputation de... Fallait que quand je sois au pied du mur, en fait, il faut que je sois obligé. Il faut que je sois au pied du mur pour être à 150%. Souvent, c'est horrible, hein, mais on a 3 runs, tu peux être sûr que les 2 premiers runs, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Moi, il m'est déjà arrivé d'aller en Nouvelle-Zélande, par exemple, pour une Coupe du Monde. Donc, tu tapes 32 heures de voyage. Tu arrives à la Coupe du Monde, tu t'entraînes. Je me suis entraîné pendant 3 jours plus les 2 jours de compète. J'ai posé 0 run aux entraînements. Mais 0 run. Quand je te dis que sur peut-être 30 runs, j'en ai pas posé un seul. J'ai à chaque fois posé un cul ou j'en ai pas fait un de bien. Okay. Au moment de la compétition, une fois que j'ai loupé les 2 premiers, il m'en reste un, va savoir pourquoi. Tout le monde était persuadé à 150% que c'était fini. Va savoir pourquoi, je pose le run nickel, je fais podium. Même moi, je comprends pas. Je suis là, bon, là, il y a un truc qui va pas. J'étais pas capable, mais juste parce qu'il y a la compétition, il y a l'enjeu, il y a la pression, il y a tout ça qui rentre en moi, ça me fait tenir debout, quoi. Et je pense que ça a été quand même une de mes forces un peu supérieures à pas mal de mes adversaires. Après, il y a une autre chose, c'est que j'adore m'entraîner. J'adore l'entraînement, j'adore le côté de perfectionner mes sauts et tout. Donc, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, tu peux être sûr que j'étais dehors à y aller quand d'autres avaient la flemme, quoi. Ok. Comment tu te fais est-ce que tu avais une recette ou un espèce de process pour te conditionner justement dans cet état d'esprit de compétiteur? Il y a beaucoup de gens qui disent de toi quand même que t'es pas le même en bas de la piste qu'en haut, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a plein de gens qui disent le regard de Kevin en haut, c'est pas le même homme. Et qu'est-ce qui se passe entre en haut et en bas? Parce que, en fait, je pense que ça, c'est vraiment propre à chacun. Il y a des mecs, ils ont besoin de faire la fiesta, tout le monde s'embrasse. Tu vois, je vois les nanas, elles se font des gros câlins, c'est trop cool, t'es ma copine. Alors qu'à l'hôtel, elle disait qu'elle la détestait. Mais bref, elles ont besoin de cet temps. Moi, j'ai besoin
d'être en mode guerrier. Alors moi, je suis le mec le plus cool du monde. Mais quand je suis au départ, les 15 minutes avant de dropper, tu vas me voir en train d'écouter du bon rap bien énervé. J'ai l'impression que je pars, c'est la boxe, quoi. DMX, ouais, bah, Gangsta. Exactement. Voilà, vraiment, faut que je sois dans ma bulle, quoi. Je rentre dans ma bulle. Et là, je suis dans mon truc. Je me répète ce que j'ai à faire. Et tu te répètes tout ce que tu as à faire. Je me répète en fait. Ça ressemble à quoi? C'est soit léger, soit technique, saute haut. Tu pousses, tu mets du jus, t'attrapes ton ski, tu poses devant. Tu peux, t'attrapes ton truc. Je me dicte mon run et en fait je me le dicte pendant 15 minutes. Non-stop, 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 non-stop. Jusqu'à 2 minutes avant le départ. En même temps que j'écoute de la musique et que je me répète que je suis le meilleur et que je vais tous les défoncer dans ma tête. Hein. Non, mais ça marche. Mais je veux dire, il faut que je me booste mon ego en fait. Je booste mon ego pour que je veux me faire croire à moi qui n'ai pas forcément une énorme confiance. Je veux me faire croire pendant ces 15 minutes qu'il ne peut rien m'arriver, que je vais tous les défoncer, que je vais poser nickel et qu'il n'y aura aucun souci. Quoi. Okay. Voilà, en fait, c'est se faire croire à mon cerveau que c'est moi le meilleur. Même si c'est pas le vrai, même si c'est pas le cas. Et en force de me répéter la technique, au moment où je vais pousser sur les bâtons pour partir et que c'est maintenant, j'ai plus besoin de me le répéter parce que je sais pas, c'est une espèce de, c'est tellement ancré que c'est devenu machinal quoi. Ça se fait tout seul pratiquement. Okay. Je suis très concentré, mais voilà, c'est ma petite technique. Okay. Écouter de la musique bien énervée, me booster mon ego, me dire que je suis le plus fort et que je vais défoncer tout le monde, être agressif dans la tête. Mais à partir du moment où je pose mon dernier run, mon dernier saut et que je suis trop content, tout le monde je suis redevenu un bisounours, je fais des câlins à tout le monde et je n'ai pas voulu défoncer physiquement personne, tu vois. C'est juste que j'ai besoin d'être dans un mood de guerrier pour y arriver, quoi. Ouais, mais je vois très bien, Mais c'est marrant parce qu'il y a pas mal de gens qui le disent, quoi. Donc, c'est pas du tout ma personnalité, ça rejaillit, en fait, ouais. C'est pas du tout. Moi, je me rappelle être arrivé en bas d'un pipe, toujours dans cette truc de guerrier, avoir mis un gros slash dans la tête à un gars. Il se trouvait à l'endroit où j'ai fait mon slash, tu sais, un gros virage de neige. Je l'ai crépi, le pauvre. Mais tout de suite, je suis redescendu de mon personnage. Je dis, je suis désolé, tout de suite, tu vois. Alors que si j'étais un vrai guerrier, j'aurais dit, ouais, j'en ai rien à foutre. Enfin, c'était ces deux personnages qui n'ont rien à voir, quoi. Ouais. Il y avait des skieurs sur le circuit qui ne redescendaient pas. Tu vois, moi, je me souviens, moi, j'ai beaucoup fait de tennis et il y a quelques joueurs qui ne redescendaient jamais, tu vois. Et c'était agaçant, en fait. Ouais. Parce qu'ils étaient pareils en dehors du cours que sur le cours. Et du coup, c'est. Il y avait. Il redescendait, hein, mais il y avait un mec, Simon Dumont, qui est une des stars du ski halfpipe. Et il le disait lui-même, il cherchait quelque chose qui l'agaçait. Il essayait qu'un rider l'agace, l'embête, que tu vois, il avait envie qu'on l'embête, qu'on lui fasse monter la colère, quoi. Il avait envie d'être en colère. Donc il cherchait le moindre détail pour être en colère, parce qu'il était bien meilleur sous la colère que quand il était normal, quoi. Okay. Et je pense que c'était un peu le même esprit que moi. Moi, j'ai besoin de cette musique, machin. Bon, lui, il avait besoin de se friter avec les autres. C'est un peu moins bien, mais je pense que c'est ce côté un peu guerrier. Des fois, c'est pas forcément de la colère, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui s'allume dans ton corps, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis après, tu sais, il y en a certains, ils veulent, tu vois, rester le plus calme possible parce que justement, sous la colère, ils sont pas bons. Exactement, mais tout est propre à chacun. Ouais, tout est propre à chacun. C'est ça, il y en a, ils ont besoin de faire du yoga, de la méditation, de machin. Enfin, mais tout marche. Chaque cerveau est différent, chaque personne est différente, chaque émotion agit différemment sur toi. Donc, il faut trouver sa petite technique. Ouais, puis toi, j'imagine que, comme tu l'as dit, c'est pas venu. T'as 17 ans d'expérience, si ce n'est plus, tu vois. Enfin, toute ta vie, t'as été sur des skis, donc t'as mis du temps avant de trouver la petite recette qui te faisait être le plus performant, quoi. Surtout que quand j'étais jeune, quand j'étais jusqu'à mes 19 ans, je l'avais pas trouvé, ce petit truc. Moi, j'étais nul en compète.
Ça marchait pas, quoi. C'était l'inverse. J'étais bon à l'entraînement et j'étais pas bon au compète. Dès qu'il y avait un gros enjeu, je faisais n'importe quoi. Moi, j'ai souvenir, c'est très vieux, mais je devais avoir 15-16 ans. Je me rappelle avoir droppé dans un halfpipe au championnat de France, la plus grosse compétition à l'époque que je faisais, et plus me rappeler ce que je dois faire. Vraiment, à quel point le stress envahissait mon corps, agissait sur moi. Je suis droppé et je fais n'importe quel, je fais un saut. Ah mais non, c'était pas ça que je devais faire, c'était un autre. Bon, j'ai improvisé. Enfin, et donc ça a pris du temps, ça m'a pris du temps de comprendre le stress, de comprendre la pression et d'arriver à la gérer, quoi. Ouais. C'est pas un automatisme. On n'est pas résistant au stress de naissance, normalement. C'est quand même quelque chose qui s'apprend soi-même avec l'expérience, soit c'est pas mal aussi d'en parler avec les autres pour comprendre un peu comment ils fonctionnent. Tu en prends un peu avec tout le monde et puis après, tu fais ta recette à toi, quoi. Ouais. Et ça t'est déjà arrivé de te mettre trop en colère ou de cramer trop d'énergie dans le processus, tu vois, pour monter en pression, de perdre trop d'énergie à ce moment-là. Tu vois, là, quand il y a quelques jours, il y avait le combat de Cédric Doumbé, tu vois. Ouais. Et il y a beaucoup de journalistes ou d'experts qui disaient ok, c'est très bien, mais en fait, il va dépenser trop d'énergie là-dedans. Bon, ça va pas du tout. Il les a complètement. Le talk. Ouais, enfin, dans tout. Trash talk. Dans toute sa semaine, quoi, de communication, tu vois, tout était planifié et tout. Et en fait, c'est vrai que de l'extérieur, tu peux te dire, mais le mec, il met une énergie là-dedans. Moi, je pense pas. Je pense pas que tu peux se mettre trop d'énergie parce que quand en tout cas sur des sports où, comme le halfpipe où c'est 30 secondes ou même la boxe où c'est des rondes relativement courts, même si tu laisses beaucoup de plumes, je pense que c'est les nerfs. Je veux dire, si t'as pas dormi la veille, c'est pas grave. Tu vas avoir Moi, je veux dire... Tu dormais avant tes compètes, toi ? Très mal. Très mal. Et on m'a dit que c'était pas grave. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, franchement, si tu dors pas, ça va pas changer ta performance. Parce que tu fais pas avec ton énergie. Je pense pas que tu puisses ton énergie. C'est une énergie différente en compétition. C'est une énergie qui vient de l'estomac, quoi. C'est pas comme tes muscles qu'ils ont récupéré. Tu peux être fracassé, avoir mal à la jambe, mal à la tête, mal au bras, tu peux quand même performer parce que c'est quelque chose qui est au-dessus de ça qui va venir qui a une emprise sur toi, j'ai l'impression. Non, mais c'est vrai, franchement. Moi, c'est simple. Ma première Coupe du Monde, j'ai gagné le Globe de Cristal, ma première fois en 2009. À l'entraînement, je fais un traumatisme crânien. Je pose à plat ventre, traumatisme crânien, Kevin, fini, il arrête. Sauf que, bon, c'était il y a plus de 10 ans, c'était il y a 15 ans. À l'époque, les traumatismes crâniens, on va dire les protocoles traumatisme crânien, ils faisaient pas trop gaffe. Maintenant, je pourrais plus faire ça. Faut faire attention. Voilà, et c'est très dangereux. Mais il n'empêche que à cette époque-là, je suis parti dans la forêt, je voyais que d'un œil, je voyais plus de l'œil droit ou de l'œil gauche, je sais plus. Je voyais que d'un œil. Il y avait toute ma famille. J'avais juste à faire la compète pour faire un podium pour avoir le globe de cristal. Je suis reparti. Donc mon corps était foutu, j'avais plus aucune énergie, je voyais plus d'un œil. J'ai fait la compétition, j'ai gagné le globe de cristal. Mais parce qu'il y avait la foule, on était chez moi, on était à plein, il y avait l'énergie, j'avais une envie qui était tellement énorme que je pense que ça m'a, même si c'était très dangereux ce que j'ai fait, sans le savoir, ça m'a rapporté une énergie qui n'a rien à voir avec ta préparation physique, quoi. Ouais. Non, mais tu fais bien de le dire, tu vois, c'est pas grave de pas dormir et c'est pas grave de pas dormir. Bon, c'est mieux de dormir, c'est mieux de pas avoir mal, attention. Mais je veux dire, ça veut pas dire que c'est impossible. Ouais. Ça veut pas dire que c'est impossible parce ça vient d'ailleurs, cette force. Ouais. Puis tu sais, souvent en préparation mentale, on te dit t'as pas dormi ou t'as pas des bonnes sensations ce matin ou tu te sens bof et tout le matin de la compète ou tes machins. En fait, c'est qu'une information. C'est qu'une information et c'est pas parce que tu as cette information-là que tu peux pas transformer en autre chose, tu vois. Et il y a eu pas mal de tests, justement, sur des athlètes qui disaient... et c'est marrant, j'en avais parlé avec Tess, tu vois. Il y a eu des tests sur des athlètes, genre comment vous vous sentez le matin versus comment votre performance, elle va être. Et en fait, très souvent, en fait, c'est absolument pas corrélé. Tu vois, j'ai des mauvaises sensations, j'ai pas très bien dormi, versus...
quelle est la véritable performance à la fin de la journée. Mais en fait, il n'y a aucune différence. Et Tess, elle me disait que les matins où elle se sentait trop bien, bah souvent, ça lui arrivait qu'elle pouvait faire une boîte sur ses 2-3 premiers sauts. Et au contraire, les jours où un peu plus dur, tu vois, où elle a du mal à se rentrer dedans, tu vois, aller trouver l'énergie pour aller faire un gros saut, bah en fait, le fait d'aller faire un premier saut, un deuxième saut, un troisième, qui va lui faire gagner en confiance, et ben en fait que sur le quatrième, le cinquième, boum, elle peut rentrer un truc qu'elle a jamais fait avant. Je pense vraiment qu'il n'y a pas de règle. Ouais. Après, c'est comme tu dis, j'ai mon caleçon bleu, il me porte bonheur. C'est plus tu dis, j'ai fait des bons trainings, donc ça va. Non, il n'y a pas de règle en fait. Il faut. Moi, j'avais un dicton. Des fois, je faisais des bons trainings et des fois, je faisais des mauvais trainings avant les compétitions. Et il y avait plein de riders qui disaient bon training, c'est quand même cool. Moi, je disais bon training, bonne compète, mauvais training, bonne compète. J'étais en mode quoi qu'il arrive, ça va être une bonne compète. Et je pense qu'il n'y a pas de règle. Et parce que le moment de performer, encore une fois, sous pression, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est un autre truc. C'est vraiment un autre truc. Après, j'imagine qu'on a les courses d'endurance, machin, où là, pour le coup, tu puises dans ton organisme de manière très, très intense. Là, c'est différent peut-être, mais en tout cas, nous, on a besoin de performance sur plusieurs fois 30 secondes. Et je pense qu'on arrive à puiser via les nerfs quand ça va pas, en tout cas, pour pallier le fait que ça aille pas. On a vu un peu comment tu montais en pression, mais est-ce que tu avais une méthode pour redescendre ? Parce que ça bouffe quand même de l'énergie, tu vois, de te dire, bon là, je pars pour un record du monde où je vais devoir sauter à plus de 20 mètres, ou tiens, là, je vais devoir faire 30 secondes où je vais être vraiment à donf et tout. Ça te bouffe quand même de l'énergie. Faut y aller. Ça reste quand même un sport d'engagement. Comment est-ce que tu fais pour récupérer, pour que le lendemain, je sais pas si tu avais conscientisé de ça, mais c'était avec Jean Galfiol, le sauteur à la perche, que j'en avais parlé. Il me dit, il y a des jours, tu peux pas sauter parce que en fait, t'as pas les tripes, t'as pas le courage de monter à 6 mètres en fait. Et est-ce que toi, et du coup, il me disait que lui, il fallait qu'il redescende, tu vois, qu'il y avait des jours où il fallait qu'il redescende et pas s'entraîner. Et lui, il avait son petit process. Est-ce que toi, tu avais un petit process pour... Moi, c'était plus l'entourage. Okay. C'était plus... au ski, t'es comme ça, t'es à fond, tu te mets dans ton truc. Mais quand t'es pas au ski, c'est cool de sortir un peu du ski, d'aller rigoler, de regarder des trucs... d'être entre potes, tu vois, en fait, quand tu as beaucoup de moments très intenses dans ta vie, au bout d'un moment, il faut des moments l'inverse d'intense, quoi. Tu vois. Et donc, je pense que l'entourage, c'est pour ça que je parlais du Frisky Project tout à l'heure, la famille, etc., ça change beaucoup. Ça aide beaucoup, je veux dire. Ça permet d'être ailleurs avant de retourner à l'intensité de la performance. Ouais. On ne peut pas être tout le temps dans les choses intenses, sinon on explose. Donc il faut que ce soit intense, pouf, chill, c'est cool, c'est des bonnes vibes, hop, super intense, et les road chill avec les copains, c'est marrant, on se marre, enfin voilà. Moi, c'était un peu ça, mon équilibre. Ok. Ouais, les moments cool, quoi. Faut qu'il y ait des moments faciles, pas cool. De projet. Je pense que le rire, ça aide beaucoup. Ouais. Quand t'es avec des mecs qui te font, des mecs ou des filles, je veux dire, avec des gens qui sont drôles, qui te font marrer, ça aide énormément. Ouais. De prendre les choses pas trop au sérieux aussi. Tu vois, de prendre du recul, même pour le coup, pour sa performance, tu peux prendre du recul et on peut vraiment, ça aide aussi, quoi. Mais ça tombe trop bien que t'en parles parce que je t'ai raconté rapidement avant qu'on enregistre un peu mon histoire, et il y a eu des moments de entrepreneurial un peu durs. Et à ce moment-là, c'était ma psy coach qui m'a dit, vous riez pas assez. Et c'est pas parce que vous êtes dans la merde et tout que vous avez oublié le truc le plus simple, c'est rire. Et du coup, je me suis forcé, tu vois, je me suis fait une liste dans mon téléphone. Je me suis forcé à rire, effectivement. Je me suis forcé à noter les blagues des gens quand ils faisaient un truc drôle. Je me suis forcé à écrire plus souvent des textos à mes potes que je trouvais les plus drôles et tout. J'ai mis 2-3 trucs en place un peu comme ça.
D'ailleurs, je pourrais te le montrer. J'ai vraiment une liste dans mon téléphone, une note avec toutes les blagues que j'entends. Et tu vois, je l'ai fait à ma copine, elle en peut plus. Mais ça m'a changé la vie. Tu vois, Ah ouais. ce petit truc un peu débile, juste parce que en fait, je bossais comme un zinzin 15 heures par jour, que tout allait mal, que c'était dur, machin. Et en fait, juste, ouais, 5 minutes de rire, Ah oui. ça te fait redescendre, Mais quoi. c'est. Enfin, ouais, quand je pense vraiment que se marrer, ça change tout. C'est qui ton pote le plus drôle? J'en ai pas mal. J'ai Pierre Guyot, très drôle. Xavier Bertoni était très très drôle. Comme ça, je vais Mais aller les alors, pour voir. le coup, Xavier Bertoni, pour le coup, à l'époque, c'était un antidépresseur à lui tout seul, hein. Parce que lui, pour le coup, Ouais. euh, il a toujours fait du ski pour se marrer. C'est pour ça aussi qu'à un moment donné, ça a un peu flanché vers 2014, là où il a fallu vraiment mettre beaucoup d'intensité, parce que le niveau technique était devenu énorme. Il a un petit peu, il a un petit peu redescendu. Il n'a pas réussi à suivre la courbe montante. Mais voilà, il prend rien au sérieux. Même en haut des X Games, juste avant de dropper, on fait les cons. Et je pense que c'est ça qui nous aide, quoi. Enfin, qui nous a aidés. Et il m'a pas mal inspiré, de ce côté-là. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, j'irai le voir pour avoir quelques blagues. T'as une petite anecdote où, je sais pas, faut venir le chatouiller sur quoi, Xavier? Pour. Xavier, il va pas te. C'est pas Gad Elmaleh, hein, il va pas te faire un sketch en Non, je live, sais mais bien. par contre, c'est du feeling. En fonction de ce qui se passe, il va arriver à faire des bonnes conneries. Ouais. Ok. Bon, bah si c'est un petit blagueur, c'est cool. Euh, enfin, j'avais noté un peu là dans mes notes la partie future, tu vois, Ouais. avec Kevin. Euh, T'es passé de plein d'années de compètes rythmées avec les saisons, rythmées avec les compètes, l'entraînement et tout. Maintenant, tu passes du côté un peu plus, on peut dire artistique du ski, création de contenu, création de films. Est-ce que tu prends là, bon là c'est peut-être c'est le début, tu vois. Tu prends autant de plaisir, toi le Ouais, compétiteur? ouais, bah complètement, parce que moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'être sur les skis, forcément, Hmm. euh, et quand même d'avoir ce côté performance. J'aime la performance. Mais le fait qu'elle soit plus avec un dossard à me comparer avec les autres, bon, je l'ai fait quand même pendant 17 ans, ça va, ça me manque pas, je suis pas comme ça, quoi. Peut-être que, peut-être qu'à un moment donné, j'aurais bien, mais bon, je veux dire, c'est aussi la vie, j'ai 34 ans, je peux plus gagner des compétitions, j'ai pas envie de me retrouver dans des compétitions où je vais pas gagner, où j'ai pas de chance de gagner en tout cas. Euh, alors que quand je fais des projets vidéo, bah, ça part de ma tête. J'adore le côté de me dire, alors, je pourrais faire ça, ouais, mais grave, mais ouais, mais je pourrais même faire ça de nuit, mais attends, mais je pourrais sauter par-dessus ce truc, et on pourrait mettre une lumière. Enfin, j'adore ce côté-là. C'est comme un peintre qui se dit, qu'est-ce que je vais dessiner ce matin? Bah là, c'est pareil. Des fois, je prends le télésiège, je suis comme ça, je regarde la montagne, je dis, waouh, là-bas, oh là-bas, oh là-bas. Et ça, je trouve ça trop cool, quoi. Hmm. Euh, Après, c'est un milieu où il y a beaucoup de concurrence, parce que tout le monde a ses idées, et c'est difficile d'avoir. Il y a beaucoup d'idées qui se ressemblent, enfin bref. Du coup, c'est aussi. Il y a ce côté un petit peu compétition, mine de rien, qui est toujours présent, dans un autre axe, mais qui est toujours présent. Donc ça me plaît. Et, et surtout, voilà, je skie encore plus qu'avant. Ah ouais. Et je fais des choses. En fait, ce que j'adore, c'est que je fais faire des choses qui sont différentes. Avant, j'allais m'entraîner en halfpipe, j'étais dans ma courbe. Bon, c'était toujours halfpipe, halfpipe, halfpipe. J'avais que très peu de temps pour aller skier pour moi, aller faire de la poudreuse, aller faire du freeride. Et là, bah, toute la montagne, et voilà, c'est comme je veux. Je fais ce que j'ai envie. Hmm. Et après, ce que je veux, il faut que ça fonctionne. Donc, Bien sûr. Bah, t'as gagné en liberté, en créativité. c'est ça. Et ouais. Et il y a quand même pas beaucoup de sports, à part les sports extrêmes, où tu peux faire ça, tu vois. Je me dis, on est chanceux. Demain, bah, enfin, je sais pas moi, tu prends Camille Lacour, il arrête de faire de la natation, il est jamais retourné dans un bassin de sa life.
Ouais. Et je pense qu'il en a pas du tout envie. Demain, Nadal, il arrête le tennis. À part pour faire les représentations pour ses sponsors, il va pas aller jouer avec ses potes, avec son pote d'enfance au tennis. Hein. Je pense Hmm. pas. Il y a peu de chance. Connaissant les tennisman, moi, demain, même si je fais plus de production, plus de rien du tout, de compète, bah, je vais toujours appeler mon pote parce qu'il est neigé la veille, je vais aller skier, quoi. Et ça, c'est quand même une chance. Je Hmm. pense que tu l'as dans le surf, tu l'as dans le ski, tu l'as sûrement dans le skate, voilà. Ouais. Ouais, il y a ce côté sport de sensation, quoi. Où Ouais, tu le fais pas que pour la compète. Ouais. Tu le fais Ouais, parce que tu kiffes. Tu le fais pas que pour gagner des tournois, de l'argent tu le fais parce que ça te fait kiffer, quoi. Hmm. Et ça, il n'y a pas 36 000 sports comme ça, mine de rien. Ouais, c'est vrai, t'as raison. À haut Et- niveau, je parle. Hein. Bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Ouais, t'as tous les sports de glisse, certains sports d'eau. Mais ouais, t'as raison. Puis toi, t'as peut-être les coureurs qui vont continuer de courir, mais c'est pas Ouais, pour le plaisir, c'est plus pour si, la c'est santé, vrai, ouais, quoi. ouais, Tu non, vois. mais ouais. Mais c'est en tout cas, il y a santé. il y a beaucoup de sports. Je veux dire, les footballeurs, les basketteurs. Je parlais Non, avec vraiment Carl ça. Lewis. Je parlais avec Carl Lewis il y a longtemps, quand je faisais mon documentaire pour Nike. Et je lui disais, mais toi, donc, je pensais que le mec, il courait, quoi. Je dis, mais toi, tu vas faire tu refais des petits Des sprints, petits des sauts. petits. Jamais de la vie. Le mec, ça fait 30 ans qu'il a pas couru, il a pas fait plus qu'un footing. Et il va à la salle de sport, quoi. Il fait du workout, Ok. mais font plus de sport, les mecs. Enfin, Ouais. font plus de sport. Ils font du sport, mais ils font plus leur sport de là où ils ont Hmm. été champions, quoi. Ok. Ouais, je vois. Et tu découvres un peu peut-être la partie réalisation de films. Bah, complètement. Tu connaissais déjà un petit peu quand même, ou Bah, j'ai toujours dans baigné ton dedans. entourage, tu vois. J'ai Mais toujours baigné dedans, parce que même à l'époque de followers.tv, on a été les premiers à faire des vidéoblogs en ski en 2009-2010. Donc ça date. On est vraiment. J'ai jamais été derrière la caméra, j'ai toujours été devant, mais j'ai toujours participé au processus du montage. C'est moi qui choisis les trucs. Et là, pour le coup, pour le dernier film que j'ai fait, j'ai été même réalisateur, c'est-à-dire que je suis je suis producteur, réalisateur. Je dis ça, je veux que ce soit filmé comme ça je veux que ce soit filmé comme ça. C'est moi qui donne les directives aux dronistes, aux caméramans. Enfin, mon caméraman, c'est mon caméraman avec qui je bosse depuis toujours, qui est Mathias Lopez. Et il a ses idées, j'ai mes idées, on en parle et on fait en sorte que ça fonctionne, quoi. ouais. Il y a combien de personnes qui vont bosser sur un projet de film comme ça? Le dernier film que j'ai fait. Ouais, par exemple, ouais. Alors, on a fait beaucoup de trucs juste avec Mathias, mais sinon, en total des caméras qu'il y a eu sur le projet, 1, 2, 3, 4, 5, il y a eu 5 caméramans, un droniste, un mec pour la colorimétrie, la musique, Ah, pour la colorimétrie, t'as quelqu'un à part, ouais, hein. Ok. le sound design, qui est différent de la musique, c'est vraiment Ouais. pour le mixage audio, etc. J'en oublie plein, il y a le photographe, j'en oublie, mais je pense qu'il y a bien 10 personnes. Ouais. Putain, c'est costaud. Ouais, ça Mm. commence à faire. C'est des beaux projets, en tout cas. Ouais. Tu dois te régaler. Et c'est quoi, du coup, les projets un peu pour la suite? C'est d'en faire d'autres? C'est de continuer dans cette voie-là? Bah, les projets, en tout cas en termes de performance, ça sera toujours donc, des shootings vidéo. Cet hiver, j'ai un projet. Je suis pas encore. Tout n'est pas encore écrit sur le papier, mais j'ai un projet où justement je veux faire plein de shootings différents. Hmm. Plein d'idées que j'ai en tête, mais sans scénario particulier, comme le dernier film que j'ai réalisé. Là, ce serait plein de scènes qui n'ont rien à voir l'une entre l'autre, de pouvoir les shooter et essayer de créer un espèce de banger, que ça soit cool à regarder, que ce soit vraiment cool, et d'expliquer ensuite comment on a fait pour le shooter, parce qu'il y a tellement d'anecdotes, je m'en suis rendu compte cette année, en fait, il se passe tellement de choses autour du shooting, que ça a presque plus de saveur que le shooting en lui-même. Donc j'ai envie de montrer un petit peu ce qui se passe derrière, à même titre qu'on a fait un peu les backstage des compétitions avec Follow Us, que j'ai montré les backstage de mon accident. Enfin, j'aime bien montrer ce qui se passe derrière l'écran, enfin derrière la performance en elle-même. Donc ça serait un des projets. Et puis j'ai envie aussi de me laisser un volet ouvert, Ok. parce que
je pense qu'il y a tellement de choses à faire qui ne se calculent pas, qui arrivent. Là, je marche à l'opportunité aussi. J'ai envie de me laisser un petit volet ouvert pour cet hiver, pour me dire allez, on y va, on fonce, on essaie ça. J'ai cette idée-là qui vient d'arriver hier matin en me réveillant, en buvant mon café au lait, on y va, quoi. Ok. J'aime bien faire ça. Enfin, j'aime bien. J'ai jamais l'occasion de faire ça, donc j'aimerais bien essayer de le faire cet hiver. Et T'as les idées, mais t'as pas pu le mettre en exécution voilà. quand tu le voulais. Ouais. Ok. Et ensuite, un peu en dehors de la performance, je fais des conférences. Donc, je suis devenu conférencier. Et je travaille aussi pas mal pour Eurosport, pour Discovery, sur des programmes de sport en général, parce que j'adore le ski, mais j'adore le sport avant tout. Et je trouve vraiment intéressant parce que n'importe quel sport que tu fasses, le mécanisme de ton cerveau, ça va être la même. C'est-à-dire que tu vas être sous pression, il va falloir que tu performes dans ce que tu sais faire. Et je trouve super intéressant de discuter avec n'importe quel sportif. Mais même le mec qui fait de la F1 au billard, à la pétanque, à l'athlétisme, il y a quelque chose qui lie tout ça. C'est ce qui se passe dans ta tête au moment de la performance. Ok, je t'entends un tout petit peu moins bien, mais vas-y, t'inquiète. Pardon. Mais trop stylé, trop stylé. Peut-être juste revenir sur ton dernier film, Top to Bottom, du coup. Comment ça, peut-être sur la partie un peu vraiment réelle. Moi, je suis curieux forcément, et tu me dis s'il y a des choses qu'on peut pas dire, mais c'est toi tu définis un budget, vu que c'est toi qui es producteur au début. Comment tu essayes de le vendre? Est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait un sponsor où tu te dis ok, bah non, en fait c'est un investissement, je le fais et après, et on verra peut-être après si les festivals veulent l'acheter ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a un modèle économique, tu vois, qui se trouve sans forcément rentrer, tu vas dire les chiffres exacts et tout, c'est pas ça qui est intéressant, mais c'est quoi la mécanique en fait économique sur ce genre de projet? La mécanique économique, c'est plus qu'avant, j'étais un skieur de compétition. Donc, les sponsors vont mettre un logo sur ton casque pour que tu sois champion du monde, grosso modo, et que quand tu fasses des interviews, c'est un peu... J'étais payé pour être fort en compète. Aujourd'hui, je fais plus de compète. Donc, il faut que j'ai de la visibilité. Il faut que je puisse apporter la même visibilité à mes sponsors sans faire de la compète. Donc, maintenant, je vais négocier avec mes sponsors pour qu'ils me payent. En échange qu'ils me payent, je vais produire du contenu. Et donc, en fait, c'est moi qui fais un petit peu ma mayonnaise en fonction de ce que je vais gagner avec mes sponsors. Et c'est un peu ce que je veux mettre dans la production et ce que je veux garder. Et plus je vais mettre, plus ça va... Pas forcément, mais c'est censé être forcément un peu mieux. Donc, ça me rapporte plus de... Ça peut être de l'investissement aussi. En fait, c'est de la jauge. Ouais. Moi, c'est comme ça que je T'es plus un entrepreneur, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, t'as une enveloppe, et avec ça, il faut que tu vives et que tu produises. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas cette année. Dans ma nouvelle carrière, entre parenthèses. Ok. C'était chaud les sponsors après l'accident? Il y en a qui partent? Ouais, c'était chaud. Il y en a qui partent. Ouais. Il y en a beaucoup qui partent. Il y en a beaucoup qui partent, donc c'est vrai que tu te retrouves sur un lit d'hôpital. Tu sais plus si tu vas pouvoir faire du ski dans ta vie, et tu as les sponsors qui partent, quoi. Heureusement, il y en a quelques-uns qui restent. Tu sais qu'ils vont pas rester très longtemps, hein, si derrière ça ne marche pas. Donc, mais au moins, ils te laissent pas dans la merde. Et donc, j'ai eu des sponsors qui sont restés. Je pense notamment à ma marque de ski, à Volkel. Je pense à Beats by Dre qui m'ont beaucoup aidé, parce que c'est avec eux que j'ai créé le record du monde, la tentative de record du monde. Et derrière... Puis le film, du coup, malgré tout, qui est sorti. Ouais. Et le film, et puis ils m'ont accompagné ensuite par la suite. Il y a eu ma station, il y a eu quand même beaucoup de soutien. Donc, même si j'ai perdu
quelques plumes, j'ai quand même pu compter sur le soutien de certains sponsors, heureusement. Ouais, ok. Et c'est toujours les mêmes maintenant? Enfin, c'est les mêmes qui vont aller sur la partie compète, sur la partie vraiment sponsoring d'athlètes, qui Non, vont bah aller sur justement plutôt sur du film ou sur de l'artistique. ça dépend. Il y a des sponsors qui ça les intéresse pas. Et il y a d'autres sponsors, ça les intéresse encore plus. Ouais. C'est-à-dire qu'eux, ils ont besoin de créer du contenu, ils ont besoin d'avoir de la visibilité que je peux apporter, que des athlètes de compétition ne peuvent pas forcément leur apporter. Parce que bon, ils vont courir avec leur dossard dans leur discipline, mais ils vont pas pouvoir avoir ce côté création aussi ouvert, quoi. Ok. Donc j'ai des nouveaux sponsors, et j'en ai d'autres, j'en ai qui ont arrêté, j'en ai qui sont revenus, donc ça continue. Ok, hyper intéressant. Dernière question sur le sujet. Est-ce qu'il y a un modèle économique avec tous les festivals du film, avec les entrées que tu vas faire? J'imagine que l'enjeu de la distribution pour un sponsor, tu vois, il a envie que le film il soit vu, tu vois. Même toi, tu as envie qu'il soit vu. Tu vois. Comment est-ce que tu fais le choix entre, ok, bah, je vais le mettre sur YouTube parce qu'en fait, je m'appelle Kevin Rolland, je peux prendre une attachée de presse ou je peux prendre une équipe qui va m'aider à le diffuser, je peux même mettre du budget dans YouTube pour qu'il le pousse un peu plus, tu vois. Versus, je le mets, je sais pas, c'est chez une plateforme de VOD, versus je le mets dans les festivals. Comment tu choisis ça, en fait? En fait, ça dépend du format de ton film. Par exemple, quand j'ai fait Résilience, c'est un 45 minutes. Ouais. C'est un film qui était destiné à être vendu. Parce que c'est un long format. Vendu à qui? Nous, on l'a vendu à Eurosport. Okay. Mais il aurait pu être vendu à Netflix, à Prime. Voilà. C'est un film. Nous, on comptait quand même, pour s'y retrouver, vendre ce film. Ce qu'on a fait. En revanche, là, le film que je viens de faire, c'est un court-métrage. C'est tout ce que j'aime faire, tout ce que je sais faire de mieux, regroupé dans 6 minutes, quoi. Où il y a beaucoup de travail, mais ça reste 6 minutes. 6 minutes, je ne vais pas le vendre à Amazon Prime. Donc là, pour le coup, c'est plus être présent, comme je disais, pour offrir de la présence aussi à mes partenaires. Et surtout, moi, à me faire kiffer de réaliser une idée que j'ai en tête qui part de ma petite tête, quoi. Et d'avoir réussi avec succès à tout faire comme je voulais. Et donc ça, pour le coup, on sait que c'est destiné à l'internet parce que c'est un court-métrage. Donc on va essayer que ce soit vu le plus possible. J'attends pas qu'on me paye directement, qu'on me donne un chèque pour avoir fait cette vidéo. Moi, ce que j'attends, c'est que mes partenaires soient contents, d'avoir de la visibilité et d'exister toujours à travers mes sponsors qui finissent, qui me suivent pour d'autres projets. Ok, ouais. Donc là, ouais, tu es plus dans un enjeu où il faut que tu le distribues, quoi. Il faut qu'il soit vu. Voilà. Ok. Hyper intéressant. Intéressant. Merci. Je ne voyais pas ce côté de la pièce. Il y a ton livre aussi qui va sortir bientôt, qui sera peut-être sorti au moment de la sortie de l'épisode. Le 8 novembre, logiquement. Donc normalement, ça devrait être à peu près ça. C'était quoi l'objectif derrière ce livre? C'était quoi un peu le message que tu voulais faire passer? En fait, ça fait j'ai mon photographe, Louis Garnier, on était en CE1 ensemble. À la fin du lycée, j'ai dit moi j'arrête, je vais faire du ski. Et lui il me dit je sais pas quoi faire, il adorait la photo. Je dis mais arrête, fais faire des photos, fais des photos de moi. Il s'est mis à faire des photos de moi et donc on a grandi ensemble, il m'a suivi partout dans le monde. Il se trouve qu'aujourd'hui c'est devenu un des plus grands photographes au monde. Donc moi je suis devenu champion du monde et lui c'est devenu un des meilleurs photographes du milieu, en tout cas montagne, au monde. Et on a shooté ensemble pendant 20 ans. Et donc c'est mon meilleur ami, on shoot ensemble, on a des clichés qui sont... Tout ce que je raconte, là je fais une autobiographie, je raconte ma vie grosso modo, du début jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que je raconte, il est en photo. Donc on a fait vraiment une autobiographie. Trop bien. Et tout ce que je raconte, on a toujours la photo, pratiquement. Forcément, il n'était pas là tout le temps. Mais on a pratiquement tout le temps de quoi montrer ce que je raconte en photo. Et ça, je pense, c'est assez inédit. Je pense qu'il n'y a personne qui a son meilleur pote qui l'a suivi pendant 20 ans
et faire des photos de qualité. C'est pas mon pote Jean-Louis avec son téléphone pourri. Hein. Je veux dire, c'est de la vraie photographie. Et donc, c'est un super projet où je raconte tout ce qui m'est arrivé, mes hauts, mes bas, comment j'ai géré tout ça, les bons moments, les moins bons, et voilà. Et on s'est toujours dit, on fera un bouquin un jour, on fera un bouquin, et puis là, ça y est, il est là. Ok, maison d'édition, auto-édité Maison d'édition avec Hugo Sport. Ok, d'accord. Bah écoute, je les contacterai pour si je peux avoir le bouquin, ça me fait toujours plaisir. Je les collectionne un peu Cool. et j'aime bien vous recevoir. Écoute, on a passé l'heure. J'ai des petites questions pour la fin et après je t'embête plus. Moi, je voulais te poser. Il y a une question que j'aime bien poser, en tout cas aux invités, c'est s'il y avait un souvenir que tu pouvais emporter avec toi, tu vois, qu'un seul souvenir que tu pourrais emporter dans ta tombe, un souvenir de sport, tu prendrais lequel? Je m'attendais à cette question, mais j'y ai pas pensé. Un souvenir de sport. Moi, mon souvenir de sport personnel, je vais pas être très original, c'était sur les skis. Si je vais le plus loin possible, c'était, ils appelaient ça, je crois, même pas un créta, une mini coupe. C'était les mini coupes. Quand je devais avoir 7 ans. 7 ans peut-être. Et on avait fait la première mini coupe de saut. Ils appelaient même pas ça on faisait des sauts. Et j'avais fait un 3,6, 360. Et j'ai gagné. Et j'étais sur le podium sur la première place. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'a donné le goût tout le reste de ma vie à la compétition, quoi. Parce que c'était vraiment... J'ai encore cette médaille chez moi. Peut-être, ça fait pas loin de 30 ans plus tard, j'ai encore cette médaille. Et elle a même plus d'importance que mes médailles aux X-Games. Donc je pense que c'est vraiment ça. Celle-là, elle m'a ancré, elle est restée ancrée toute ma vie. Petite anecdote très rapide. Vas-y. J'ai la photo de ce podium. Celui qui est deuxième s'appelle Vincent Vencaruti. Okay. Il est chirurgien au CHU de Grenoble. Ouais. Quand j'ai eu mon accident, j'étais en train de mourir parce que j'avais les poumons remplis de sang. Donc je ne pouvais plus respirer. Donc je suis arrivé en hélicoptère. C'est lui qui a fait l'intervention. Il m'a vidé les poumons avec, je ne sais pas comment, mais il m'a vidé mes poumons en m'ouvrant. Là. C'est lui qui a fait l'intervention. Donc à ma première compétition, le mec qui m'a sauvé la vie, c'est le gars qui était sur la marche du podium en dessous. Donc c'est une petite anecdote c'est ouf. Qu'on s'est rendu compte après coup. Donc c'est assez drôle. Lui, il savait, du coup, en t'opérant. Ouais, bien sûr, on se connaît bien. Ouais, ok. On se connaît bien et c'est tombé sur lui parce qu'il travaille là-bas et voilà. Mais c'est quand même assez incroyable. Il a dû stresser quand même. Ouais. Mais on peut lui dire merci. Comment t'as dit qu'il s'appelait? Vincent Vencaruti. Eh ben, écoute, Vincent, je t'enverrai cet épisode quand même. C'est plutôt cool là, pour la dédicace. Si un gamin qui vient te voir et qui te dit ouais, tiens Kevin, j'ai envie de devenir comme toi, ça serait quoi ton conseil? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui répondre? Avant de lui répondre, j'aimerais surtout savoir s'il est passionné par ce sport, s'il est prêt à vraiment, si c'est viscéral ou si c'est juste j'ai envie de faire comme toi parce que c'est un sport où il faut un engagement total. Mais quand je dis total, c'est total, c'est-à-dire que tu vas prendre des risques, tu vas mettre ta vie en danger, c'est un peu costaud, mais un peu quand même. Et donc, il faut vraiment le faire à fond avec ses tripes, avec son cœur, avec son âme, avec son cerveau, avec tout. Et si tu le fais juste parce que tu te dis ouais, j'aimerais bien être comme lui, non, ça suffit pas. C'est pas que tu as envie d'être comme lui, c'est qu'il faut que ce soit... vraiment, faut que t'endormes pas la nuit, quoi. Je pense. Parce que c'est vraiment quelque chose, si tu le fais pas à fond, c'est dangereux. Ok.
C'est un bon conseil. Sois passionné, le fais pas pour copier les autres. Surtout à l'ère du digital où on voit, on voit tous nos légendes sur notre téléphone et on peut se dire ah, tiens, j'ai envie de faire pareil. Si j'appelle ton meilleur pote et que je lui dis c'est quoi la plus grande qualité de Kevin en amitié, qu'est-ce qu'il me répondra? Je sais pas. Bon, je pense que je suis généreux avec mes amis. Avec mes vrais amis, je pense que je suis très généreux. Je compte pas. Ouais. Ok. Que ce soit en temps, en argent. Je ne veux pas dire en argent, mais je veux dire en tout ce que je peux posséder, je peux le partager avec mes amis parce que je leur veux sans retour du bien, quoi. Ok. Et imaginons que tes enfants ils écoutent cette interview c'est l'avant-dernière question. Imaginons que tes enfants ils écoutent cette interview dans 50 ans, tu vois. 50 ans. Allez, 60. On sera mort, on sera tous morts. Peut-être. Qu'est-ce que tu aurais envie qu'ils te disent de toi à ce moment-là? Ce serait quoi le souvenir que tu as envie de leur laisser? Là, on avait dit, on terminait un peu psy, là, c'est le canapé, tu m'as tenté. Mais qu'est-ce que j'aimerais que mes enfants... C'est une bonne question à se penser, tu vois. Quelle trace on a envie de laisser quand même sur cette terre? Ouais. Mais j'aimerais leur montrer que faire les choses à fond, c'est vivre, en fait. Pour vivre des bons moments. Moi, je suis persuadé que pour vivre des moments incroyables, intenses, pour que la vie soit intéressante, il faut faire les choses à fond, quoi. Et si tu te plantes à fond. Et si tu y arrives, tu y arrives à fond. Mais c'est ce côté, quand t'es au fond, t'es en haut, t'es au fond, t'es en haut, c'est ce qui fait que la vie est cool au final. C'est ce qui fait que il se passe des aventures, il y a des émotions qui se créent. Et alors que c'est pas une vie monotone où tu prends pas trop de risques. Moi je te dis allez, prends les risques. Tu veux essayer, essaye. Tu n'y arrives pas, c'est pas grave, réessaye. Et c'est ça que j'aime bien, moi. Ok. Je me reconnais pas mal en toi. Moi, mes potes, ils me disent t'as eu 35 vies et c'est un peu vrai. Mais ouais, vivre intensément, ça me nourrit en tout cas. Mais donc, je me reconnais un peu là-dedans. Toute dernière question, c'est un peu comme un passage de flambeau, un passage de drapeau, mais c'est plutôt un passage de micro. Quel ami, quel athlète tu me recommandes d'aller interviewer pour parler de parcours de vie, de prépa mentale, de mental de guerrier, ou raconter un peu des belles anecdotes? Est-ce que t'as mentionné pas mal de monde, il faut absolument que j'aille voir Xavier, je pense, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré récemment et que tu te dirais ah tiens, j'aimerais bien en découvrir un peu plus sur la partie sportive ou peut-être la partie qu'on voit moins, la face cachée de l'iceberg? Il y a un paquet sportifs. Il y a un paquet de sportifs mais bon, il y en a pas mal que j'ai vu beaucoup dans les podcasts. Donc, qui c'est T'écoutes des podcasts, toi? De temps en temps, ouais. Ok. Mais tous les sportifs que je connais bien, en général, je me dis, tiens, je vais voir ce qu'ils racontent. Okay. Avoir du mental sur 30 secondes, je sais faire. J'y arrive, j'ai juste à me focaliser, ça dure pas très longtemps. Mais je suis assez admiratif de, par exemple, un sport comme le tennis qui peut durer 4 heures et pendant 4 heures, il faut que tu aies du mental. Alors, j'imagine que ça monte, ça descend, mais comment tu arrives à garder justement cette hargne tout au long? On parlait de comment faire pour garder, pour redescendre. Et je suis assez admiratif des tennisman pour ça. Du coup, j'aimerais bien savoir un peu ce qui se passe dans la tête d'un tennisman. Ok. Ça peut être, pour le coup, pour les Français, il y a l'ancien Tsonga, que je connais bien. Il y a Gaël aussi, mon fils, qui j'aimerais bien savoir un petit peu le côté mental de ce sport. Ok. Ouais, en plus, ils ont 2 personnalités différentes, les deux, donc je pense qu'ils l'appréhendent sûrement différemment, quoi.
Ouais. Donc, bah écoute, je vais aller les voir. En plus, Joe, bon, je vais pas le dire à l'antenne, mais bon, peut-être quelque chose doit se faire bientôt, donc j'espère. Je touche du bois. Et ben écoute, merci infiniment pour ce moment. Avec grand plaisir. C'était hyper agréable d'avoir pu découdre un peu tout ça. J'ai essayé d'être original le plus possible dans les questions, mais j'espère que ça t'a plu, que t'as passé un bon moment. Carrément. Et puis, comme on dit par chez moi, à bientôt, parce qu'il n'y a que les montagnes qui se recroisent pas. À plus. Salut.